Retour sur le plateau du grand rendez-vous Europe 1 CNews, les Échos avec nous pour cette prochaine demi-heure. Le député RN sortant est candidat à sa réélection dans la 4e circonscription de la Somme. Bonjour Jean-Philippe Tanguy. Bonjour messieurs. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avant de parler économie et du programme du RN, ôtez-nous d'un doute. Jordan Bardella a assuré qu'il n'irait pas à Matignon en cas de majorité relative. Mais cela concerne juste lui ou tout le RN ? Mais il est évident qu'il nous faut une majorité absolue pour appliquer un programme. Il y a déjà une contrainte constitutionnelle, évidemment, que nous respecterons et auquel les Français sont attachés, c'est la cohabitation. Si en plus on n'a pas de majorité absolue, évidemment, la capacité qu'on aurait à appliquer un programme serait moindre. Donc il faut que les Français se mobilisent s'ils veulent que notre programme soit appliqué. Donc si le président de la République choisit quelqu'un du RN, vous direz non, quel qu'il soit tout le groupe il est RN. évident qu'on ne se laissera pas dicter. Et Éric Ciotti. Non, mais on ne va pas se laisser dicter notre politique et notre gouvernement par Emmanuel Macron. Peut-être va-t-il essayer. Ça prouvera une fois de plus d'ailleurs qu'il ne respecte pas la Constitution. Mais si les Français se mobilisent massivement et vont voter, les choses devraient s'imposer d'elles-mêmes. Mais vous voyez bien le blocage politique immense qui arrive si le groupe qui arrive premier, qui a la majorité relative sans avoir la majorité absolue, refuse d'exercer le pouvoir. Il y a une crise. Ça fait désordre. Il reste une crise de régime qui s'ouvre devant nous. Mais la crise de régime, vous savez, il faut prendre les résultats comme ils viendront. Si on commence aussi à faire des projections au siège près, le paysage politique qui sortira des élections, si malheureusement il n'y a pas de majorité absolue pour le Rassemblement national, il dépendra de 577 élections. Donc en fait, on essaie, enfin pas vous, mais le président de la République, on l'a bien vu, essaie de créer de la confusion au lieu de prendre ses responsabilités, notamment on le verra, pour assumer son héritage financier et économique, et c'est même de la confusion dans l'esprit des Français pour qu'ils doutent de leur choix. Donc on dit ne doutez pas, faites confiance au Rassemblement national, et de toute façon, les élections ne dépendent que de vous, et pas de tractation avant les élections. Prendre ses responsabilités, ça veut dire quoi ? Ça veut dire vous espérez une démission d'Emmanuel Macron, comme l'a encore redit Marine Le Pen hier ? Oui, Marine Le Pen a raison de dire que dans la boîte à outils institutionnelle à la disposition du président, il en aura usé beaucoup, il aura usé jusqu'à la corde la majorité, le Parlement et cette majorité minoritaire à l'Assemblée nationale avec lequel il a jamais voulu composer avec les résultats des élections. Après, il a fait une dissolution qu'on avait soutenue, mais qui est intervenue dans les pires conditions possibles, créant beaucoup d'incertitudes, ne consultant pas vraiment les autorités. Mais maintenant, dans sa boîte à outils, il lui reste que la démission. Alors nous, on n'appellera pas la démission du président. Vous ne l'appelez pas, vous le souhaitez ? Oui, on souhaite effectivement que M. Macron ne soit plus président de la République le plus vite possible. Mais entre ce qu'on souhaite intimement, si je puis dire, et la réalité institutionnelle, il y a une marge. Et refuser d'exercer le pouvoir, si vous avez la majorité relative, est-ce que c'est pas une manière de mettre de la pression pour le pousser à démissionner ? Mais effectivement, on met à la réalité institutionnelle telles qu'elles sont. Bon, les Français, au quotidien, travaillent beaucoup, ils ont beaucoup de choses à faire, ils ne sont pas notamment au fait de toutes les subtilités de la Constitution. Donc nous, on leur dit la vérité. On leur dit effectivement, sans majorité absolue en cohabitation, ce ne sera forcément pas le programme du Rassemblement national tel qu'il le souhaiterait. Et si les électeurs, les Français, mettent une sanction à Emmanuel Macron, non seulement en mettant le Rassemblement national en majorité, mais aussi en envoyant une force de gauche, comment qu'on puisse dire, très contestataire contre M. Macron, très puissante aussi, et si les députés qui soutiennent l'action d'Emmanuel Macron finissent à, comme moi, je l'estime aujourd'hui, entre 60 et 70 députés, effectivement, il y a des conclusions à en tirer pour lui. Alors si, comme vous le souhaitez, vous obtenez la majorité absolue à l'Assemblée nationale, vous avez promis et martelé pendant la campagne qu'il y aurait un impact très fort, tout de suite, très rapide, sur le pouvoir d'achat, parce que vous allez baisser la TVA, notamment sur l'énergie, de 20 à 5,5%. Absolument. Donc vous faites cette promesse, mais vous savez très bien que c'est une promesse que vous ne pourrez pas tenir facilement. Si. Il faut négocier avec Bruxelles, ça prend des mois. Non. Je vous rappelle que, par exemple, quand on a baissé la TVA sur la restauration, ça a mis 7 ans avant qu'on applique cette baisse. Donc, est-ce que vous ne faites pas miroiter des choses qui seront impossibles à tenir ? Il y a 2 catégories de produits. La première catégorie de baisse qui est très facile à exercer immédiatement, c'est le gaz, l'électricité, qui sont dans la liste depuis une réforme de 2022, qui était passée un peu à l'as, mais qu'on avait annoncé à la présidentielle avec Marine, qui met le gaz et l'électricité dans les produits de première nécessité. On peut passer à 5 sans négociation. Sur la question du quand même un accord carburant, avec Bruxelles. Oui, pour que ce soit permanent. Mais ça ne s'obtient pas. Il y a 2 étapes. Pour que ce soit permanent, il y a une application dérogatoire temporaire qu'avait pu obtenir la Pologne de mémoire entre 2021 et 2022 et le Portugal pour les produits de première nécessité de 2022 à 2023, d'ailleurs avec un taux de report de la baisse de TVA de 100% que, à part moi, personne n'a voulu signaler dans le débat public. C'est un peu dommage. Donc il y aura une première étape
de période dérogatoire. Et ensuite, effectivement, vous avez raison, pour qu'elle soit définitive, il faut négocier, mais on peut avoir la période dérogatoire immédiatement. La Pologne l'avait eu pour le carburant, alors que le carburant n'est même pas dans la liste des produits. Là, il faut carrément changer un traité. Non, c'est une directive. Donc c'est assez long. Non, c'est une directive qu'il faut changer. En fait, vous avez une liste de catégories de produits éligibles. Et d'ailleurs, je vous remercie de me poser la question parce que ça permet de défendre la philosophie qu'il y a derrière. C'est pas une mesure démago pour faire plaisir aux Français. C'est que Marine Le Pen et Jordan Bardella considèrent que l'énergie, c'est un produit de première nécessité et pas un produit ordinaire comme veut l'imposer l'Union européenne. On considère qu'un ménage, un foyer, s'il n'a pas d'électricité, s'il ne peut pas se chauffer, s'il ne peut pas faire la cuisine, s'il ne peut pas se déplacer, notamment dans la ruralité, mais même dans les zones urbaines, eh bien, il ne peut pas vivre. Donc il n'y a pas de raison que l'énergie ne soit pas considérée comme un produit de première nécessité. D'ailleurs, ça l'est pour l'industrie, puisque vous savez, puisque vous êtes bien au fait de ces questions-là, que pour l'industrie, il y a des régimes dérogatoires sur l'énergie, il n'y en a pas pour les familles. C'est dommage, parce que sans énergie, vous ne pouvez pas... Alors Nicolas vous a posé la question, comment faites-vous? Et puis quand le faites-vous? Est-ce que ça va être rectificatif pendant l'été, le plus rapidement possible? Oui, la baisse de la TVA sur l'énergie, ce sera au premier budget, ce qu'on appelle un projet de loi de finances rectificative, dès la fin de juillet pour une application l'été, puisqu'on espère que les Français pourront en profiter, notamment pour partir en vacances. Mathieu Bock-Côté. Alors, Jordan Bardella dit « l'État français est en faillite ». À peu près, on se présentera devant des finances publiques à ce point catastrophiques qu'ils nous obligeront d'ailleurs à réviser l'ensemble des comptes. Est-ce que ce n'est pas la première étape à faire seulement pour mettre de l'eau dans le vin de votre programme, finalement? C'est-à-dire, nous avions sous-estimé l'ampleur de la dette, l'ampleur des contraintes sur les finances publiques. Finalement, notre programme, aussi souhaitable soit-il, on ne peut pas l'appliquer. Est-ce que ce n'est pas la mécanique politique à laquelle on est habitué que vous nous avez présentée cette semaine? Vous auriez raison si on est dans une période ordinaire. Mais il s'est passé des éléments très inquiétants, je le dis, pour notre démocratie depuis 2 ans. Je crois d'ailleurs que le président Coquerel, qui préside la Commission des finances, on n'est pas d'accord, mais il a une manière de présider juste et républicaine depuis 2 ans. Des éléments ont été cachés aux Français. C'est pas Jean-Philippe Tanguy du Rassemblement national qui le dit, c'est un rapport du rapporteur spécial du budget au Sénat, M. Husson, qui a fait un rapport il y a 10 jours, qui a fait peu de bruit, mais qui est extrêmement grave sur le fond, j'y reviendrai. Des éléments qu'on a pu voir avec la Cour des comptes et le Haut Conseil. Il faut y revenir tout de suite, parce que sinon on n'aura plus le temps. Vous dites j'y reviendrai. Dites-nous ce qu'il y a dans ce rapport. Ce rapport dit que les éléments sur le déficit caché, c'est-à-dire que M. le maire n'a pas révélé aux parlementaires que le déficit français pour 2023 était sur une pente avec 0,5 points de PIB en plus, donc ça représente quand même presque 15 milliards d'euros de déficit surprise, des reports de crédit. C'est connu, ça. Des reports de crédit. Ah non, c'est secret de maintenant. Non, ce que dit M. Husson, c'est qu'il avait des documents à l'hiver, avant le 1er janvier 2024, qu'il n'a pas donné aux parlementaires. Même il a continué à nous mentir en nous disant que le déficit serait tenu, qu'il a fait des reports de crédit, c'est-à-dire que chaque année, au lieu de payer les factures, il les reporte artificiellement de plus de 20 milliards d'euros, ce qui est totalement, ça dépasse toutes les règles de comptabilité publique ordinaire. On a aussi un rapport de la Cour des comptes qui ne certifie pas des branches de la sécurité sociale. Non, on veut savoir certaines mesures de votre programme, ce que disait Mathieu. Pas du tout. Moi, ça fait 2 ans qu'au dialogue de Bercy, c'est-à-dire l'instance qui réunit les parlementaires et monsieur le maire, je demande qu'on ouvre les placards de Bercy et qu'on comprenne la structure de dépenses aujourd'hui, que ce soit la Cour des comptes. Et vous les avez compris? Non. Que ce soit la Cour des comptes, que ce soit la Cour des comptes, que ce soit tous les parlementaires de droite, de gauche ou du Rassemblement national, aujourd'hui, on n'a pas de visibilité sur les comptes comme on l'avait auparavant, puisque M. Macron a visiblement fait n'importe quoi. Donc, on a besoin d'un exercice de vérité, confronter Bercy avec les inspections, confronter Bercy avec des économistes et des universitaires, pour qu'on sache ce qui se passe dans les comptes Avant de la d'ouvrir nation. toutes les portes de ces placards, comme vous dites, vous regardez et vous travaillez dans votre coin avec les entités du RN pour faire un programme économique et vous vous demandez où est-ce que vous allez trouver de l'argent. Et vous décidez, par exemple, de vous attaquer à certaines niches fiscales comme celle des armateurs, par exemple. Pourquoi les armateurs? Sachant qu'on a 2 grands groupes d'armateurs français, je ne vais pas les nommer, mais ce sont 2 groupes d'armateurs que si vous les ponctionnez, évidemment, vous ralentissez leur exposition, leur rayonnement et leur attractivité. On ne veut pas les ponctionner. Ça, je laisse ça à mes opposants d'extrême gauche. On veut l'équité et la justice fiscale. Ça revient au même. Non, excusez-moi, une niche fiscale, pour ceux qui nous écoutent, c'est un avantage fiscal. C'est-à-dire que vous êtes dérogatoire. Vous pouvez même dire cadeau fiscal, si vous voulez. Parfois un cadeau, mais parfois ça peut se justifier pour des raisons techniques ou des réalités. Il ne s'agit pas de faire de la démagogie inverse. Mais ce n'est pas le régime normal. Ponctionner, c'est vouloir rajouter des choses anormales ou supplémentaires. C'est le régime normal pour tous les autres armateurs. Ailleurs en Europe, ils ont ce même régime. Vous avez raison, mais ça a posé problème. Vous avez raison, mais ça a commencé par la Grèce. Pour les armateurs français, ça pose problème
par exemple. D'accord. Vous avez raison, mais ça pose problème. Vous ça pose plombez problème. un acteur français. Pour des gens qui défendent le patriotisme économique, c'est un peu curieux. Non mais écoutez, Jean-Philippe Tanguy. On ne peut plus tenir depuis maintenant 30 ans ce discours pour certaines multinationales qui consistent à faire du chantage en permanence à la démocratie. Ils l'ont fait aux États-Unis, ils ont changé de ton. Ils l'ont fait, effectivement, vous avez raison, avec la Grèce, qui consiste à profiter des services publics, des infrastructures pour les amateurs, des ports, ce qu'on appelle l'Interland en économie, c'est-à-dire ces 500 millions de clients européens et du marché unique. Donc profiter de tous ces avantages qui sont aussi financés par les impôts des Françaises et des Français et de tous les pays européens et ne jamais vouloir payer sa part. Donc il ne s'agit pas de pénaliser une multinationale sur une autre, il s'agit d'équité fiscale, de justice, de ne pas considérer que des régimes dérogatoires qui sont donnés pour quelques années quand il y a un petit coup dur sont pour toute éternité et que, excusez-moi, pour des libéraux qui disent toujours que si l'État augmente les dépenses, c'est les contribuables qui payent, et ben c'est vrai aussi pour les niches fiscales. Si on donne des avantages inconsidérés aux multinationales, c'est les ménages qui payent et c'est les petites entreprises. Mais là où vous avez raison, c'est que oui, il faut renégocier ce régime en Europe et considérer que quand on a accès au marché unique européen, et même au marché, même si on implique le Royaume-Uni dedans, de 500 millions de consommateurs, il doit y avoir un régime fiscal stable et équitable pour tous les pays européens et qu'il ne faut pas se faire de concurrence déloyale. Mais graver dans le marbre des avantages fiscaux inéquitables, ce n'est pas une bonne politique sur la durée. Jean-Philippe Tanguy est l'invité du Grand Rendez-vous Europe 1 CNews. On revient dans un instant. Sur le plateau du Grand Rendez-vous Europe 1 CNews avec Les Échos et avec Jean-Philippe Tanguy qui est candidat à sa propre réélection dans la Somme. Vous parliez tout à l'heure du président de la Commission des Finances, Éric Coquerel, qui était notre invité en première partie d'émission. On sait que politiquement, le RN et LFI et maintenant le nouveau Front Populaire sont étanches. Mais est-ce que dans le travail parlementaire qui pourrait arriver dans les mois qui viennent, sans majorité absolue, est-ce qu'il y a une certitude, Jean-Philippe Tanguy, que certains textes fondamentaux ne pourraient pas être votés conjointement par le nouveau Front Populaire et le Rassemblement national ? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'ils n'auront pas de philosophie économique ou fiscale commune. Quand je vois le programme, enfin lesquels, parce que Madame Rabault, dans les Échos d'ailleurs, estime son programme à 106 milliards d'euros, les Insoumis, eux, à 250 milliards d'euros, donc on a un même programme. 150 milliards, a dit Éric Coquerel ce matin. Enfin, Madame Rabault est censée être l'experte, c'est elle qui devait être présidente de la commission des finances à l'origine. Mais ça a changé depuis. Il avait pris un peu la politesse. Non mais d'accord, mais en une semaine que vous ayez des chiffrages qui viennent de l'interne, je ne vous parle pas des commentaires extérieurs, qui vont de 100 à 250 milliards d'euros, sous réserve en plus de l'application d'une réforme des retraites dont on ne comprend pas grand-chose, puisque on ne sait pas si c'est 62 ou 60 ans. Mais si, on comprend. Mais les Français ont bien compris, c'est la réforme de Marine de 2022, mais on y reviendra. Ne vous inquiétez pas. Donc il n'y a aucune raison de partager une philosophie politique, économique ou financière avec le nouveau Front Populaire. Après, on aura un exercice des responsabilités totalement opposé à ce qu'a fait M. Macron, Mme Borne et M. Attal. Vous avez le même ennemi, j'allais dire. 2 ans, non, mais même avec les macronistes. Je vais vous donner une figure. Alors, il ne va pas être content, je parle de lui, mais Charles de Courson, député de la Marne, qui a un grand nombre de mandats, une grande expérience, qui vient de la Cour des comptes, député centriste, et qui a une vraie expertise. Moi, je trouve que le fait que M. Macron n'ait jamais utilisé ses compétences depuis 7 années est complètement surréaliste. Moi, je trouve qu'une personnalité comme cela, sans du tout rejoindre évidemment un gouvernement Rassemblement national, devrait être valorisée au Parlement, devrait être écoutée, et il y a beaucoup de figures au Parlement qui ont fait un vrai travail. Au Front Populaire, il y a une personne qui s'appelle Mme Pires Beaune. Elle est socialiste, je ne suis d'accord avec elle sur rien, sauf sur un sujet où elle a fait un très bon rapport, c'est sur le crédit d'impôt pour les personnes en EHPAD. Aujourd'hui, si vous payez des impôts, l'État vous rend toute ou partie des coûts que représente l'EHPAD, et si vous êtes une personne qui ne paie pas d'impôt sur le revenu plus modeste, l'État ne vous donne rien. Bon, là, c'est pas juste. Donc, il y a des textes sur lesquels vous pourriez être d'accord avec le nouveau Front Populaire. On peut écouter, on peut prendre en compte un point de vue, une critique. Vous savez, si vous vous enfermez, on ne va pas s'enfermer comme M. Macron, qui fait semblant de discuter et qui applique à la fin ce qu'il avait prévu au début. Nous, on écoutera toute proposition constructive, d'où qu'elle vienne, mais il faut bien reconnaître que de la part de l'extrême gauche, il n'y en a pas beaucoup. Mais avant l'exercice du pouvoir, il y a la prise du pouvoir. Or, Olivier, si vous l'emportez le 7 juillet, Olivier Vial, qui dirige le CERU, le Centre d'études et de recherche universitaire, donnait un entretien à Atlantico, il y a, je crois, avant-hier, où il disait les milices il fait une veille des milices des groupes d'extrême gauche très violents, l'ultra-gauche. Il dit on peut s'attendre à ce que ces groupes cherchent à perturber l'élection, éventuellement du Rassemblement national, ou même s'il y avait une réélection du bloc centriste, du bloc central, il y aurait des violences possibles, des violences pour véritablement pousser une situation de tension avec ce nouveau gouvernement. Est-ce que vous redoutez des violences d'ultra-gauche si vous gagnez les élections?
Je ne le redoute pas avec un gouvernement de Jordan Bardella, je les constate. Malheureusement, depuis un certain nombre d'années, ils pourrissent tous les mouvements sociaux, ils ont pourri les gilets jaunes, ils ont pourri la réforme des retraites. Bref, ces personnes existent, nous on les mettra hors d'état de nuire, évidemment, avec un gouvernement Bardella, parce qu'ils ne sont pas très nombreux. Et ce sont toujours les mêmes, et ils sont parfaitement identifiés. Toutes les personnalités qui nous conseillent sur les questions de politique intérieure, de politique régalienne, se désolent que ces individus ne soient pas arrêtés. Moi, je me souviens pas, à Sainte-Soline, vous avez des gens qui avaient pu traverser en voiture depuis la frontière allemande ou belge l'ensemble du territoire. On savait qu'ils étaient rentrés sur le territoire avec des barres de fer, des boules de pétanque, du matériel d'artificier, et le gouvernement les a laissés aller à Sainte-Soline pour créer une scène de chaos. 2, 3 Sainte-Soline Non, on ne le craint pas parce que nous, on aura l'autorité. Ces Black Blocs, bon, souvent, ce sont des petits bourgeois ou des gens qui... Pas que. Oui, mais enfin, c'est quand même souvent des profils un peu surprenants qui cherchent à s'encanailler. Bon, le jour où ils iront directement en prison après avoir fait leurs méfaits ou voulant les commettre avec des armes par destination, je pense que ça les calmera. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'autorité. Donc, ces gens, malheureusement, créent le chaos sur le dos des honnêtes gens. À 10 jours du premier tour, les sondeurs anticipent la participation record, comprise entre 60 et 70%. L'enjeu de scrutin semble vraiment particulièrement mobiliser les électeurs. Il y a près de 720 000 procurations établies. Est-ce que le RN est concerné par ce qu'on appelle ce réservoir de voix? Absolument. Moi, dans ma circonscription, par exemple, cette semaine, j'ai eu plus de 100 demandes de procuration. J'en avais eu déjà beaucoup aux européennes, il faut le dire, mais on est au-delà des européennes, et c'est sans commune mesure avec mon élection de 2022 où j'en ai eu 4. Bon. Donc il y a de toute évidence un mouvement Vous êtes populaire. Très connu depuis. Vous êtes devenu c'est valable Silence pour la France, tout ça a fait son bonhomme de chemin. Vous êtes bien aimable, mais j'espère aussi être connu là-bas pour le travail et ce que j'ai pu apporter à mes compatriotes. Vous savez les punchlines, ça compte. Dans la Somme. Non, mais oui, ça compte. C'est vrai que pour défendre... Moi, j'ai toujours dit, vous savez, pour défendre des dossiers de fond, faut être connu sur la forme. Donc si un jour, j'avais dit aux habitants de la 4e circonscription, si un jour il y a une usine, par exemple, qui devait fermer, c'est vrai que le fait d'être connu avant permet de les défendre, alors que si on n'est pas connu, c'est triste, mais c'est difficile. Bref. Ce que je veux dire, c'est que là, je pense qu'il y a eu un dégel du corps électoral. Moi, le soir des européennes, et j'ai dit sur d'autres plateaux, c'est la vengeance de 2005. C'est-à-dire que tout cet électorat populaire qui, depuis 2005, s'était engagé, avait voté et avait vu leur vote refusé, renié par les gouvernements en place, s'était retiré de l'élection. C'est vrai, on les voyait, ils étaient souvent favorables au Rassemblement national, à la candidature de Marine Le Pen, par exemple, à la présidentielle, mais ils disaient « aller voter ne sert plus à rien depuis 2005 ». Et je pense qu'en dissolvant, Emmanuel Macron a en fait vengé, involontairement, parce qu'il fait partie de cette clique qui avait volé le référendum, a vengé le déni de 2005. Et on a beaucoup de gens sur le terrain qui disent « Ah ben en fait, ça sert d'aller voter ». Ce qu'avait dit Jordan Bardella, quand le peuple vote, le peuple gagne, c'est vrai, c'est possible. On a enfin fait céder l'arrogance de M. Macron qui n'écoutait rien et qui ne tenait pas compte des votes. Donc je crois qu'il y a comme un permafrost électoral qui s'est dégagé avec cette dissolution. Alors revenons sur votre programme. Il y a un angle mort dans votre programme, puisque vous êtes en charge des questions économiques, c'est que vous dites que pour le financer, vous comptez notamment sur la lutte contre la fraude. Mais vous parlez avec des chefs d'entreprise, avec des particuliers. Vous avez vraiment l'impression que le fisc, les URSSAF se tournent les pouces? Ils sont à fond pour lutter contre la fraude déjà? En quoi est-ce que la lutte contre la fraude que vous prônez va rapporter encore plus de milliards qu'aujourd'hui? Ah bah ça, vous avez raison que pour aller, j'allais dire à mot vulgaire, enquiquiner les honnêtes gens qui ont pignon sur rue, il y a du monde. Il y a des contrôles sur des gens qui font des erreurs de bonne foi. Il y a un sentiment d'harcèlement des agriculteurs, des artisans, des chefs d'entreprise. Bref, mais je peux vous dire pas à récupérer beaucoup. Oh, aussi, je vais vous donner un exemple. Avec les artisans, j'ai vu les artisans mercredi matin, par exemple. Eux, effectivement, se sont beaucoup contrôlés, mais peuvent vous donner des exemples ahurissants, par exemple de familles qui font des fausses entreprises, qui ne paient pas la TVA, qui ferment avant qu'ils soient rattrapés. Et puis c'est la fille qui rouvre la même entreprise 100 mètres plus loin. Puis après la tante, puis après l'oncle. Et là-dessus, il n'y a pas de lutte, il n'y a pas de conflit. Dans tous les Français. Il y a des contrôles, il y a la lutte contre ça. Pas du tout. C'est ce qu'on appelle, c'est des fraudes à la TVA, c'est massif. La Cour des comptes l'estime entre 20 et 25 milliards. Et cette espèce de politique du champignon des fausses entreprises, il n'y a pas de lutte active contre ça. On préfère attaquer les gens qui ont pignon sur rue. Et il y a beaucoup d'exemples comme cela. Les Français ont vu, par exemple, aujourd'hui, un nombre de commerces, souvent c'est des modes, qui sont toujours les mêmes commerces qui fleurissent au même moment, où il y a évidemment un rôle de blanchiment d'argent considérable. Moi, je le vois dans mes
dans mes communes. Pourtant, ma plus grosse commune, elle fait 7500 habitants et on a des commerces d'une certaine catégorie qui sont arrivés d'un coup, qui fermeront dans 2 ans et on sait très bien qu'elles servent malheureusement à blanchir l'argent. La question de la fraude est avec une particularité, on parle quelquefois de fraude sociale. Il y a un candidat qui s'est rallié à vous, en fait, à l'alliance LR-RN, Charles Prats, dit la véritable priorité, une des priorités, c'est lutter contre la fraude sociale qui permettrait véritablement de changer la donne. Est-ce que c'est votre avis aussi? Oui, mais par exemple, une des branches de la sécurité sociale n'est pas aujourd'hui, les comptes ne sont pas agréés, ne sont pas certifiés par la Cour des comptes, parce qu'il y a trop de fraude sur une branche. Donc, ils considèrent qu'on ne peut pas la certifier, et c'est le cas de beaucoup de comptes. Il y a un grand ménage à faire. Puis il y a aussi une fraude dont on ne parle jamais, c'est les fraudes commerciales. C'est des pratiques d'entente, de fausse concurrence, où les amendes par rapport aux États-Unis sont assez dérisoires. Alors ça, c'est beaucoup l'Union européenne qui s'occupe de ça, mais nous avons quand même quelques prérogatives. C'est la Commission de la concurrence qui est très active dans ces domaines. Elle est plus active qu'avant, vous avez raison, notamment sous la pression des députés, la pression politique qu'on a mise sur le gouvernement. Mais je pense qu'il y a encore des choses à faire. Par exemple, il y a de toute évidence des abus sur le raffinage et le transport de carburant. Jean-Philippe Tanguy, il reste une semaine avant le premier tour. Après, il y aura le deuxième tour. Et puis après, ça sera l'heure des choix. Si vous avez une majorité absolue, est-ce que vous allez toujours à Bercy? Ah ben moi, toujours, ça voudrait impliquer que je devais y aller avant. Bah oui, c'est ce qui se murmure. Oui, les murmures, vous savez, à Paris, il y a beaucoup de choses qui se murmurent. Moi, je suis à la disposition de Jordan Bardella, j'ai mon travail, j'ai mes compétences réelles. Donc c'est un souhait de prendre le ministère de l'économie. Moi, je souhaite être réélu député de la 4e circonscription de la Somme, et je souhaite qu'on ait une majorité absolue, que Jordan Bardella soit Premier ministre, et que Marine Le Pen arrive le plus vite possible à la tête de l'État. Et moi, je suis à sa disposition, vous savez. Non, mais vous savez, moi, j'ai mon petit parcours. J'ai commencé avec M. Dupont-Aignan. Je l'ai rejoint quand il faisait 1,5% des voix. C'était pas par ambition personnelle, de toute évidence. Je crois à des idées. Je crois à un programme. Je suis, admiratif de tout le parcours qu'on a fait, les souverainistes, la grande famille souverainiste. Et vous êtes encore en campagne. Et on est encore en campagne, voilà. Et je peux vous dire que les Français veulent du changement, y compris dans des gens qui parlent d'eux et pas de leurs petits sons. Merci beaucoup, Jean-Philippe Tanguy, d'avoir été notre invité. Très, très bon dimanche sur nos 2 antennes.